Émission spéciale sur LCI. Qui a tué Kennedy? C'est le mystère qui hante l'Amérique depuis près de 60 ans, jour pour jour. La version officielle, celle d'un seul tireur éliminé 2 jours seulement après son arrestation devant les caméras du monde entier. Vous allez revoir les images, n'a jamais convaincu. Aujourd'hui, des témoins directs font de nouvelles révélations qui remettent en cause les conclusions de la commission Warren, la commission officielle. Que nous apprennent-elles sur le meurtre de JFK? Pourquoi avoir attendu 60 ans pour parler? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Émission spéciale, accueillons Anne Kratz, bonjour. Docteur en histoire, chercheuse associée au Quincy Institute de Washington. Jean-Éric Brana, bonjour, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'université Assas Paris 2. François Forestier, bonjour. Vous êtes l'auteur de JFK, le dernier jour, aux éditions Albin Michel. Je montre votre livre, on l'a, voilà. Et je cite aussi le roman que vous venez de publier qui s'appelle Les Injusticiés aux éditions Grasset et qui raconte la chasse aux sorcières de McCarthy. Avant de vous entendre, retour 60 ans après, presque jour pour jour, sur l'assassinat du président Kennedy avec Lucie Glasson. Dallas, le 22 novembre 1963. Dans les rues, la foule se presse pour voir passer le cortège présidentiel. À bord d'une décapotable noire, John Fitzgerald Kennedy est accompagné de sa femme Jackie et du gouverneur du Texas. Le président, au pouvoir depuis 1961, est en campagne pour un 2e mandat. Mais l'histoire des États-Unis s'apprête à basculer. À 12h30, alors que le cortège roule doucement au niveau de Dealey Plaza, la voiture présidentielle est la cible de plusieurs tirs. Juste un moment, s'il vous plaît. Quelque chose vient de se passer dans le cortège. Éloignez-vous. Je le répète, éloignez-vous. Il y a eu une fusillade dans le cortège, dans le centre-ville. À la radio et à la télévision, les journalistes tentent de comprendre qui a été touché. À ce moment précis, on ne sait pas s'il y a eu une ou plusieurs personnes touchées. Le monde retient son souffle. Et peu après 13 heures, l'information est donnée. Le président Kennedy a été assassiné. C'est officiel, le président est mort. Le 35e président des États-Unis vient d'être assassiné d'une balle dans la tête. C'est tout un pays qui est sous le choc. Lyndon Johnson devient alors président. Il prête serment à bord de l'avion Air Force One en présence de Jackie Kennedy. Comment un tel drame a pu arriver? Qui a assassiné John Fitzgerald Kennedy? Juste après la fusillade, des douilles sont retrouvées dans un dépôt de livres d'où les coups de feu semblaient provenir. Quelques minutes plus tard, le tireur présumé est arrêté. Il s'agit de Lee Harvey Oswald. Il est âgé de 23 ans. Mais 2 jours plus tard, devant les caméras, en direct à la télévision, le suspect principal est à son tour assassiné. Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit, vient de lui tirer une balle dans l'abdomen. Jack Ruby a commencé à recevoir des télégrammes. Il en a reçu des centaines. Des lettres pour le féliciter. Beaucoup de personnes le voyaient comme un héros. Car il avait tué ce Lee Harvey Oswald. Mais la réalité, c'est qu'il a volé au public. Et il a volé à l'histoire la possibilité de savoir pourquoi Lee Oswald a tiré sur le président des États-Unis. L'enquête est confiée à la commission Warren. Leur conclusion, Lee Oswald, ancien commandant marine ayant vécu en Union soviétique, est le seul coupable. Mais cette version officielle ne suffit pas aux Américains. L'assassinat aurait-il été commandité par la CIA, par Fidel Castro ou encore par la mafia? Depuis 60 ans, des centaines de théories du complot fleurissent autour de l'un des plus grands mystères de l'histoire des États-Unis.
Un document signé Lucie Glaçon. On se remémore ces images qui ont fait le tour du monde et qui ont été décryptées, mais seconde par seconde, des milliards de fois dans le monde entier. Et la plupart des analyses et des témoignages vont à l'encontre de la thèse officielle de la commission Warren. On a étudié le moment où Kennedy est percuté par ces balles. Et des témoins directs font aujourd'hui de nouvelles révélations, 60 ans après. Parmi eux, il y a les médecins qui ont pris en charge Kennedy à l'époque et qui révèlent dans un documentaire qui vient de sortir sur la plateforme Paramount ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté sur le corps de Kennedy. Et ça ne correspond pas à la commission Warren. Pour eux, Kennedy a certes été touché par une balle qui venait de l'arrière, ce qui correspond à la position qu'avait Lee Harvey Oswald, mais également par une autre balle mortelle et qui venait de l'avant, ce qui voudrait dire qu'il y a un autre tireur positionné en face du convoi. Je ne sais pas si on peut voir le schéma du positionnement de l'époque. On voit qu'il y a le convoi au milieu et derrière, à gauche de l'écran, le dépôt de livres scolaires, le convoi, et il y aura une balle qui serait venue d'en face. Est-ce que cette version, cette thèse des médecins, on parle du collectif de l'hôpital de Parkland qui a pris en charge Kennedy à l'époque? Anne Kratz. Oui, si on n'avait pas de doute, on en aurait après ce genre de témoignage. Apparemment, il n'y a plus de question sur le fait qu'il y a eu un troisième coup tiré et que ce coup était tiré de l'avant. Et donc, on est obligé de penser que peut-être Lee Harvey Oswald, qui malgré tout a tiré sur le président et l'a touché, on est obligé de penser qu'il n'était pas seul, étant donné la direction du coup. Maintenant, personne ne sait qui aurait tiré ce troisième et mortel et dernier coup. Je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même quelques personnes, peut-être le président des États-Unis et quelques membres du Congrès, notamment au Sénat, qui en savent un peu plus parce qu'ils ont pu lire le rapport entier de la commission Warren. Chaque fois que l'administration américaine remet aux mains du public, en quelque sorte, les conclusions de la commission et d'autres commissions, elles sont toujours redacted, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des noms et des faits qui sont passés au noir, donc on n'en sait jamais plus que ce qu'on savait déjà. Mais il y a certainement quelques personnes aux États-Unis qui en savent un peu plus, mais ça, on ne le saura jamais, parce que je pense qu'ils sont quand même liés par la loi du silence sur ce sujet. Mais il est certain qu'il y a tellement de choses, comme vous l'avez dit en introduction, qui n'allaient pas dans l'enquête de la commission Warren, notamment sur le fait qu'ils s'étaient pas du tout... ils n'avaient pas fait leur propre enquête. Ils s'étaient basés sur les enquêtes de la CIA et du FBI. Oui, qui avait très envie, on y reviendra, de mettre en avant une version particulière. Pour le moment, on en est encore aux hypothèses, mais ces derniers témoignages qu'on vient d'apprendre, effectivement, jettent une lumière, encore une fois, beaucoup plus crue sur cette tragédie et nous donnent à réfléchir. Mais c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, en tout cas. Jean-Éric Brannard. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on avait quand même un cocktail explosif au moment de cette mort, puisqu'on avait un homme qui était dans le feu des médias depuis très longtemps et qui avait été quasiment fabriqué pour ça, par l'ensemble de sa famille, qui elle-même était dans le feu des médias, qui en même temps possédait un pouvoir extraordinaire. Là aussi, sa famille avait construit ce pouvoir année après année, qu'il y avait autour un contexte un peu compliqué, puisqu'on voit graviter autour de la famille Kennedy depuis très longtemps la mafia, et que ça va être une thèse qui va être quand même sur la table et qui va nourrir les hypothèses qui vont grandir à ce moment-là, et le contexte international, ne l'oublions pas, avec une guerre froide qui s'installe, une chasse aux sorcières assez extraordinaire, et puisque Monsieur Forestier a écrit un livre sur l'époque McCarthy. On est quand même là aussi dans une époque assez hystérique, même si on parle très souvent de notre époque en disant qu'elle est très polarisée. Croyez-moi, à cette époque-là, elle l'était aussi, voire beaucoup plus. Que ce McCarthy, qui était aussi un ami très proche de la famille Kennedy, avec un esprit donc qui se mêle de lutte contre le communisme, le trotskisme, ce que vous voulez, et ces communistes
de l'autre côté dont on se méfie, une peur de l'attaque de l'extérieur qui est très très grande à ce moment-là aux États-Unis, d'où la sacrée importance de la CIA et du FBI tout mêlé, parce que ces polices ou services de renseignement sont là pour protéger, mais en même temps protègent-ils vraiment ou tirent-ils des ficelles, qu'on a en plus de cela, en reliant l'ensemble de ce que je viens de dire, l'affaire à Cuba, avec une pègre qui y a perdu de grands intérêts, mais également les États-Unis et tous ceux qui veulent lutter contre le communisme, qui ont l'impression que ce président est en train de leur faire perdre la face sur l'ensemble. Vous voyez, j'en mets quelques-uns sur la table, ça n'est que dans le but de nourrir notre conversation, puisque bien sûr, en remettant l'ensemble de ces éléments, on va avoir un contexte qui va faire qu'au moment où la première balle touche la gorge du président Kennedy, on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose de pas net. Au moment où le chauffeur est tué, on comprend que ça peut être n'importe lequel de ce que je vais parler, puis c'est la tête du président qui est fracassée, et à ce moment-là, on se demande comment c'est possible que l'homme le plus protégé au monde ait été tué aussi facilement à Dallas ce jour-là. Dallas qui était surnommé à l'époque Dallas la haine, et ça nous en dit beaucoup, dans une lutte que je rajoute de droits civiques et donc de contexte racial extrêmement âpre à ce moment-là aux États-Unis, avec un combat nord-sud en politique qui est à son apogée. Tout était fait pour qu'il y ait une explosion quelque part. Il ne fallait qu'une étincelle. On l'a là, à Dallas, le 22 novembre 1963. Et c'est effectivement aujourd'hui encore un mystère d'une épaisseur intense, même si on a eu, comme le disait Anne Kratz, beaucoup de ce rapport Warren qui est phénoménal. Il faut comprendre que c'est un travail énorme. On a été jusqu'à retracer la vie de tous les protagonistes sur l'ensemble de leur vie. Tout a été fouillé. Ça a pris des années. Et ce rapport, il nous en manque 3%. Et tout le monde se demande si la solution n'est pas dans les 3% qu'on n'a pas encore eu. Oui, parce que la plupart des documents ont été déclassifiés, mais il reste, donc on a la plupart des documents, il en reste une toute petite partie. Il faudra attendre 2063 pour avoir l'intégralité de ces documents. Et peut-être que le diable se cache dans ces détails, dans ces 3%. Alors en 2063, je ne serai pas là pour commenter, donc on va le faire tout de suite. 2067 67, voilà, c'est la date. Je ne serai pas là, encore moins. Mais effectivement, il va falloir attendre très longtemps, qu'il n'y ait plus personne de vivant pour pouvoir aller plus loin. Seulement, ce qu'on nous dit à propos de ces 3%, c'est qu'il y a aussi des enjeux politiques intenses et de sécurité nationale, puisque les lieux où sont par exemple, qui sont révélés comme étant des lieux dans lesquels vous avez des espions, pour faire simple, on ne va pas se faire des grands mots et des grandes phrases, sont toujours les lieux utilisés aujourd'hui ou les méthodes utilisées aujourd'hui par la CIA. Donc il faut protéger l'ensemble des secrets américains. Ça serait officiellement la raison pour laquelle on ne veut pas aller plus vite dans la révélation. D'ailleurs, Trump avait refusé de déclasser pour cette raison-là, donc une raison de haute sécurité. François Forestier. Alors moi, je vais mettre tout le monde d'accord. C'est bien. On a fait des tests de paraffine sur les mains de Lee Harvey Oswald. Vous savez que quand on tire, si vous avez vu des feuilletons à la télé, on fait des tests de paraffine et on sait qu'il y a des traces de poudre qui s'incrustent dans la peau. Dans les mains de Lee Harvey Oswald, il n'y en avait pas. Donc la théorie du seul tireur et la simple théorie du tireur, dans ce cas-là, tombe d'elle-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on lit les rapports des différentes institutions américaines, que ce soit le FBI, la CIA, enfin tout ce qui a été compilé par le rapport Warren, on voit que ces administrations passent leur temps, comme on dit en anglais, à cover their asses. C'est-à-dire à se couvrir, à se trouver des excuses. C'est pas ma faute, c'est la faute de la CIA. C'est pas ma faute, c'est la faute du FBI. C'est pas ma faute, c'est la faute de la police de Dallas, etc. En dernier lieu, alors ça c'est typique américain, c'est qu'on se couvre mutuellement, ce qui rajoute un chaos absolument et ça devient indéchiffrable. La troisième chose que je voulais dire, c'est que Dallas était une ville extrêmement hostile. C'était probablement la ville la plus hostile à Kennedy de tous les États-Unis. C'était un endroit où les racistes avaient quasiment leur club. C'était une ville où la police elle-même était infiltrée par le Ku Klux Klan. C'était un endroit où les Noirs n'avaient quasiment pas droit de citer.
Donc l'ambiance générale était extrêmement hostile. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la première balle qui touche Kennedy, on le voit très nettement sur le film Zapruder, le touche à la gorge de face. Oui. Or, Lee Harvey Oswald, il est derrière. Et voilà. Donc, faut pas... les médecins qui l'ont observé. Excusez-moi, mais il ne faut pas nous raconter des conneries quand même. Donc, on peut bien nous faire avaler tout ce qu'on veut, mais il faut quand même revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, effectivement, c'est pas Lee Harvey Oswald qui n'avait pas de traces de poudre sur ses mains, ce n'est pas lui. C'est une ville qui est extrêmement hostile, et il y a probablement derrière cet assassinat un motif extrêmement personnel, un motif de haine. Et moi, j'ai évidemment une théorie sur ça, et je pense que c'est une théorie extrêmement fondée. Ah bah, on va y venir dans un instant. Ça nous fait un parfait teasing. Je rajoute, pour accréditer en fait la thèse de plusieurs tireurs, les révélations qui viennent de l'un des anciens gardes du corps des Kennedy, qui vient de publier un livre, The Final Witness, le dernier témoin. Il s'appelle Paul Landis. Il a aujourd'hui 88 ans, et le jour de l'assassinat de Kennedy, il était debout sur le marchepied d'une limousine qui suivait de près la fameuse décapotable où se trouvait le président américain. Il avait 28 ans à l'époque, il était membre du Secret Service chargé de la protection de la première dame Jackie Kennedy. Il a d'ailleurs démissionné 6 mois après l'assassinat de JFK. Et il raconte dans ce livre que ce jour-là, il a ramassé dans la Cadillac une balle qui se trouvait juste devant le corps du président, et il l'a placée lui-même sur un rencard. On est toujours sur un élément qui accrédite la thèse de plusieurs tirs et de plusieurs tireurs. Je voudrais qu'on fasse un détour par les États-Unis. On va retrouver... Allez-y. Il dit que cette balle a disparu. Elle n'était pas à la fin dans les pièces à conviction. Et oui, c'est important. Et il dit également dans son livre que la première balle qu'il a ramassée est en miettes, et que la seconde, elle est entière. Donc, c'est pas le même type de balle qui a été retrouvée. Oui. Et donc, c'est ça la thèse de son livre, en disant qu'est-ce qui s'est passé, qui a récupéré cette balle, et pourquoi est-ce qu'elle a disparu, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais été versée. En réalité, aux pièces du dossier, n'apparaissait pas dans le rapport de la commission Warren. Oui, dans cette affaire, on comprend à chaque fois qu'il y a des gens qui ont cherché à faire disparaître des pièces du dossier. Faisons un détour par les États-Unis pour retrouver notre correspondant Axel Monnier avec Mathieu Derrien. Axel, cette histoire nous passionne dans le monde entier, en France. Est-ce qu'aux États-Unis, l'affaire Kennedy, 60 ans après, passionne toujours les Américains ? Oh que oui, et il y a une donnée qui le prouve. Parmi les plus grands faits divers de l'histoire récente américaine, Watergate ou impeachment de Bill Clinton, il y en a un qui surclasse tous les autres en matière de recherche sur Google ici aux États-Unis. C'est la mort de JFK justement. Alors comme à chaque fois, pour répondre à cet appétit du public américain, eh bien il y aura une litanie de sorties en librairie, de documentaires, de reportages. Imaginez que depuis 1963, il y a eu plus de 40 000 ouvrages sur le thème. Alors pourquoi une telle passion ? D'abord, c'est la popularité inébranlable du couple Kennedy, mais aussi la fascination pour ce qu'on a longtemps appelé la malédiction du clan Kennedy. Et puis, il ne faut pas négliger aussi quelque chose d'autre, c'est le mystère, la part de mystère qui continue à envelopper cette affaire. En effet, malgré la commission d'enquête et ses conclusions tout à fait officielles, malgré le fait que les présidents successifs, surtout Donald Trump et Joe Biden, aient rendu public la majorité des documents confidentiels et secrets défense qui sont liés à cette affaire. Aujourd'hui, 99% des documents secrets liés à l'assassinat de JFK sont en accès libre et sont disponibles pour le public. Et bien malgré tout, la plupart des Américains pensent qu'on leur cache la vérité. 60% d'après un sondage, et le chiffre augmente d'année en année, estiment que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul et qu'il y avait au moins un autre tireur. Vous comprendrez donc pourquoi il y a un tel emballement chaque année à la même date, et ce sera probablement la raison pour laquelle il y aura encore du monde à Dallas mercredi pour les cérémonies officielles. Merci Axel Monnier et Mathieu Derrien depuis Washington. À l'époque, il y a ce procureur de la Nouvelle-Orléans qui n'a jamais cru à la version officielle, qui a douté tout de suite des premiers éléments. Il s'appelle Jim Garrison, procureur de la Nouvelle-Orléans, et qui lui, à l'époque, a fait une contre-enquête. Et voilà ce qu'il disait publiquement: on nous trompe, on trompe tout le monde aux États-Unis parce que celui qui contrôle le passé
contrôle l'avenir. Pourquoi ? Par soif de pouvoir. Si les gens connaissaient les faits au sujet de l'affaire de Dallas, ils ne toléreraient pas plus longtemps ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir. Ne perdez pas de vue celui à qui profite le crime. Qui a nommé la commission Warren ? Qui dirige la CIA ? Qui dirige le FBI ? Le président des États-Unis. Alors lui, il accusait directement Johnson, qui a pris la succession de John Kennedy. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, il y a un personnage extrêmement important dans cette affaire. C'est le patron du FBI, Edgar Hoover, tout puissant patron du FBI de l'époque, qui exige que l'enquête soit confiée à son service et qui va surveiller de très près la fameuse commission Warren que le nouveau président Johnson a créée, n'hésitant jamais à intervenir ou à influencer ses membres. Edgar Hoover, l'ancien patron du FBI, ne pouvait que se féliciter de la disparition de Kennedy, parce que Kennedy, il voulait changer de patron du FBI, et Edgar Hoover, lui, s'accrochait à son poste. Il n'avait aucune sympathie pour le clan Kennedy, qu'il trouvait arrogant. Il connaissait tous les secrets du clan Kennedy, les frasques sexuelles, la vérité sur son état de santé, les relations aussi du clan Kennedy avec la mafia. Est-ce que vous pensez que Edgar Hoover a pu participer d'une manière ou d'une autre au complot contre Kennedy ? De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'était bien le FBI qui était chargé de la protection du président à Dallas. Ça, c'est son boulot. En plus de la police, police texane. Non, c'était le Secret Service, qui n'a rien à voir avec le FBI. Non. Mais à mon avis, le FBI est également chargé il est au courant des déplacements du président, etc. Donc il y a une osmose entre les deux, ça c'est sûr. Edgar Hoover aurait été informé en tout cas d'une menace, enfin, on imagine qu'il en planait beaucoup sur le président Kennedy à l'époque. Edgar Hoover est un personnage éminemment sulfureux, comme chacun le sait maintenant, quelqu'un qui adorait s'habiller en femme, quelqu'un qui était absolument accro au jeu. Alors qu'en public, il dénonçait le jeu, il dénonçait l'alcool comme des péchés capitaux. En privé, c'était un joueur forcené, il pariait sur des courses de chevaux, faisait parier par un de ses proches amis. Et c'était quelqu'un qui détestait littéralement Kennedy, ça chacun le sait, pour des tas de raisons. Entre autres parce qu'il était catholique, il ne faut jamais oublier cet antagonisme des protestants américains envers les catholiques américains. Kennedy était le premier président catholique des États-Unis, et la première chose que les protestants lui reprochaient, c'était il va prendre ses ordres directement du Vatican. C'était pas une plaisanterie aux États-Unis à l'époque. Donc les messages de haine pour Kennedy étaient très souvent basés sur ce catholicisme. Notons au passage que Biden est seulement le deuxième président catholique des États-Unis. Donc en ce qui concerne la culpabilité ou non de M. Hoover, ce n'est évidemment pas à moi de me prononcer, mais on peut être sûr qu'il n'était pas tellement mécontent de ce qui est arrivé à Kennedy quand ça lui est arrivé. C'est à peu près la chose la plus certaine qu'on puisse dire. On ne va pas l'accuser. Mais ça l'arrangeait. Ça l'arrangeait bien. François Forestier, vous avez une autre théorie ? Oui, j'ai une autre théorie. Moi, je ne pense pas que... Il faut voir à qui le crime profite. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont profité de la mort de Kennedy, dont J. Edgar Hoover, qui est resté en poste alors que les Kennedy voulaient s'en débarrasser. Absolument. Mais enfin, je ne pense pas qu'il a été jusqu'à tuer le président ou participer à ça. On a fait des théories, on a dit que c'était les Cubains, on a dit que c'était les Russes, on a dit que c'était les Martiens, on a dit que c'était... Enfin, ce qu'on veut. Les théories du complot ont fleuri dans tous les sens. On a dit que c'était une maîtresse jalouse. Enfin, on a tout dit. Moi, je pense il faut réduire les choses un petit peu. Il ne faut pas oublier que le père Kennedy, Joe Kennedy, était un homme d'affaires extrêmement puissant qui avait partie liée avec la mafia. Qu'il avait fait des promesses à la mafia, que quand son fils arriverait au pouvoir, ce qui a été le cas, tout s'arrangerait pour les mafieux. Que les poursuites seraient abandonnées, qu'on en mettrait la pédale douce, etc. Cette promesse, évidemment, n'a pas été tenue, car Robert Kennedy, qui était le frère du président, est devenu disons, ministre de l'Intérieur. L'équivalent, voilà. Et s'en est pris à la mafia avec une férocité absolument invraisemblable. Il a fait une chose qui est, je pense, impardonnable pour un mafieux. Vraiment impardonnable. C'est-à-dire, il a pris le mafieux principal de la région de la Louisiane et du sud des États-Unis, qui s'appelait Carlos Marcello,
qui était d'origine sicilienne. C'était pas son vrai nom. Il s'appelait Calogero Martone, je crois. Et il a fait une chose, comme ministre de l'Intérieur, Robert Kennedy a fait une chose qui était totalement illégale, mais radicale. Il a fait enlever Carlos Marcello, patron de la mafia du Sud. Il l'a collé dans un avion et il l'a déposé au milieu de la jungle dans le Honduras. Et voilà, le patron, le grand patron, le type qui fait disparaître les gens dans les marais et qui les livre aux alligators, qui se retrouve dans une jungle au milieu du Honduras en petits mocassins et en costume de Shantung. Il a fait quand même 23 km à pied pour s'en sortir. Et ça a été une humiliation absolument terrible. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de la mafia et du système des hommes d'honneur, une humiliation de cette nature ne se pardonne pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la trahison de la parole donnée par Joe Kennedy, ça ne se pardonne pas non plus. Donc, en effet, je pense qu'il y a eu 2 tireurs, bien entendu, mais l'identité des tireurs n'a pas beaucoup d'importance. Non, c'est le commanditaire qui évidemment, nous intéresse. C'était juste des gâchettes, comme on dit dans les films, des buttons, des boutons, des soldats. En revanche, le motif est intéressant. Et je pense que la mafia n'avait absolument aucun recours et aucun pardon à accorder. Et je pense que c'est un acte particulièrement mafieux. Et je rappelle que Lee Harvey Oswald, donc le tireur principal, le seul tireur identifié, a toujours dit qu'il était un bouc émissaire. Jean-Éric Brana. Oui, il a dit qu'il est un pigeon, exactement. Oui, ça va dans le langage de la mafia, effectivement, on est en plein dedans. Je voulais compléter, si vous le voulez bien, en rappelant les liens qu'il y avait entre Kennedy et Johnson, qui étaient vraiment des liens également très difficiles. On parle là d'un climat lourd dans l'ensemble des États-Unis depuis tout à l'heure, mais particulièrement à Dallas, particulièrement au Texas, d'où venait Johnson. C'était l'homme fort du Texas dans une Amérique très bouleversée, et au sein du Parti démocrate, c'était celui qui devait partir pour la présidence en 1960, non pas Kennedy. Kennedy est arrivé parce que son père lui a acheté les primaires et qu'il a pu passer, il y avait 16 primaires à l'époque, il en a gagné 10 à coups de millions. D'ailleurs, son père avait dit, mais avec tout ce que je dépensais, j'aurais pu faire élire le chauffeur de... Oui, donc c'est à peu près à peu près la phrase historique, mais ça dit quand même des choses. Et ensuite, ce sont les arrangements de couloir qu'il y a pu avoir avec à la fois Bobby et John, mais aussi avec le père de Joe, qui est dans la convention démocrate, donc on est à Los Angeles à ce moment-là, vont retourner l'ensemble de la convention pour avoir 600 grands délégués. Vous savez que ça marche comme ça aux États-Unis, il faut des grands délégués pour être élu, et Johnson va se faire coiffer au poteau. Et là aussi, il n'a pas pardonné. Ce sont 2 hommes qui s'insultaient, qui se détestaient. Mais Johnson, et là j'en reviens un petit peu à votre hypothèse pour donner un deuxième possible coupable, mais j'ai rien contre Johnson, c'est juste que ça équivaut aussi. Il s'était attaqué à Joseph Kennedy, au père. Il avait rappelé qu'il était antisémite, il avait rappelé ses liens avec les nazis, ou plutôt sa tolérance vis-à-vis des nazis. Je ne vais pas aller jusqu'au lien, mais c'est quand même... C'était quand même très douteux. C'était quand même très douteux, c'est ça. Il a rappelé tout ça. Il a rappelé que John Fitzgerald était un arriviste, un playboy, qui n'avait rien à faire à la présidence, et que c'était son père qui tirait les ficelles. Et là, moi, j'ai envie de vous poser une question, François, si vous me permettez. La seule question, c'est si c'est la mafia. Oui, rapidement. Pourquoi ne se sont-ils pas attaqués à Joseph, le père? Pourquoi ne se sont-ils pas attaqués à Bobby? Et c'est ça la vraie question. Pourquoi à John Fitzgerald, qui le temps de décompter, mais allez-y. Qui avait plutôt comme vice de se collectionner les femmes. Et c'est plutôt la seule chose qu'on lui connaissait. Pardon, mais ils se sont attaqués aussi à Robert Kennedy. Ils sont attaqués en 68. Robert Kennedy a été assassiné aussi, oui. Qui a été assassiné très peu de temps après, quand même. Donc, c'est pas. Ils se sont pas attaqués au père Kennedy parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à révéler. Le père Kennedy avait des relations partout, et si lui-même était assassiné ou si lui-même était inculpé, ça aurait mis en jeu absolument tout l'appareil des États-Unis, l'appareil judiciaire, l'appareil policier. Donc, un mot, Anne Kratz. Écoutez, moi, en tant que Sicilienne d'origine,
mais non membres de la mafia, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie parce que ça ne me paraît pas correspondre du tout au code de la mafia. Et en plus de ça, pour parler de faits, la mafia avait déjà été extrêmement dérangée par les nouvelles politiques justement de Robert Kennedy. Elle n'était pas dans une position de force. Ses rapports avec le père de Kennedy remontaient à la prohibition, parce que le père de Kennedy a fait surtout ses affaires dans la vente d'alcool pendant la prohibition. Et donc, à ce moment-là, la mafia était déjà en train de se diriger vers d'autres choses, vers la vente de drogue, etc. Donc, qui n'ait pas aimé Robert Kennedy, qui n'ait pas aimé Kennedy, ça je veux bien le croire, puisqu'effectivement, Robert Kennedy a lâché tout le département de la justice sur eux. Mais justement, il ne se trouvait pas dans une position d'organiser quelque chose comme ça sans que le FBI n'ait pu le savoir. À vous de vous faire votre opinion avec tous les éléments qu'on vous a donnés aujourd'hui.